Très bien. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président, mes chers collègues. L'accueil de la petite enfance partout sur notre territoire est devenu un impératif majeur pour les maires et les élus locaux. Qu'il s'agisse de grandes villes ou de petites communes rurales, tous sont confrontés à une même réalité. Sans solution d'accueil pour les jeunes enfants, il n'y a pas d'accès durable à l'emploi pour les parents, pas d'attractivité résidentielle, pas d'équilibre territorial. L'article 17 de la loi dite plein emploi de 2023 a reconnu cette réalité en créant la fonction d'autorité organisatrice du service public de la petite enfance. Depuis le 1er janvier 2025, les communes sont ainsi devenues les pilotes de cette politique essentielle. Pour les communes de plus de 3 500 habitants, l'exercice de 4 compétences, recenser les besoins, informer et accompagner les familles, planifier les modes d'accueil et soutenir leur qualité, est devenu donc obligatoire. À ce titre, les communes sont compensées financièrement par l'État selon les modalités fixées par un décret paru en juillet 2025. Sur le terrain, la réalité est plus complexe. Les besoins des familles ne se calibrent pas sur les seuils administratifs. Dans toutes nos communes, y compris les plus petites, les parents cherchent des solutions de garde, les élus organisent des services et les collectivités financent des dispositifs souvent coûteux. Pourtant, la loi de 2023 a fait le choix de laisser de côté une grande partie du territoire rural. Elle a de fait exclu des millions de parents et d'enfants du bénéfice de la solidarité nationale. Cette situation, je l'ai découverte de manière très concrète lorsqu'un élu local de mon département, Sébastien Delacour, président de la communauté de communes des Rives-de-Saône en Côte-d'Or, est venu donc m'alerter. Son intercommunalité compte plus de 20 000 habitants, répartis exclusivement dans des communes de moins de 3 500 habitants. À la suite d'un transfert de compétences, son intercommunalité est devenue autorité organisatrice du service public de la petite enfance. Elle assume donc pleinement les 4 missions prévues par la loi. Elle recrute, elle investit, elle organise les services, elle agit au quotidien pour les familles. En somme, elle porte l'ambition de l'État. Et pourtant, parce qu'aucune de ces communes ne dépasse individuellement le seuil des 3 500 habitants, elle ne perçoit aucune compensation financière. Comme si, dans nos territoires ruraux, l'accès à l'emploi n'était pas, lui aussi, conditionné à l'offre d'accueil du jeune enfant. Comme si les besoins des familles étaient inexistants, comme si l'égalité territoriale pouvait s'accommoder d'une telle rupture. C'est donc pour corriger cette injustice incompréhensible et inacceptable que j'ai déposé cette proposition de loi dont l'objectif est simple. Par un article unique, elle vise à étendre le bénéfice de la compensation financière à toutes les communes, dès lors, bien sûr, qu'elles exercent effectivement les compétences du service public de la petite enfance. Parce que ce qui doit être financé, ce n'est pas la taille d'une commune, mais c'est bien l'exercice d'une mission assumée au quotidien. Très rapidement, les échanges avec les acteurs de terrain, notamment Intercommunalité de France, ont fait apparaître la nécessité d'intégrer pleinement les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes. Dans bien des territoires, ce sont effectivement eux qui exercent de plus en plus au quotidien ces compétences. Il est donc indispensable qu'ils puissent percevoir directement ces compensations sans passer par des mécanismes complexes de reversement. Je me réjouis donc à cet égard de l'élargissement dont nous avions parlé avec Madame la rapporteure et qui a été adopté en commission, donc l'élargissement aux autorités organisatrices de la compétence service public petite enfance. Je tiens donc particulièrement à souligner et à remercier le travail de Madame la rapporteure, de l'ensemble des membres de la commission des affaires sociales, de Monsieur le Président et des équipes administratives qui ont permis l'examen de ce texte attendu par de nombreux élus. Permettez-moi de revenir brièvement sur ce cadre opérationnel. Le service public petite enfance repose aujourd'hui sur un certain nombre de niveaux d'intervention. D'abord, 2 compétences dites socles qui sont donc exercées par toutes les communes, le recensement des besoins des enfants de moins de 3 ans, l'information et l'accompagnement des familles. Ensuite, 2 compétences complémentaires, la planification des modes d'accueil et le soutien à leur qualité, obligatoires pour les communes de plus de 3 500 habitants. Et enfin, pour les communes de plus de 10 000, mais services qui existent dans beaucoup d'autres territoires avec une population plus basse, des obligations supplémentaires ont été mises en place, par exemple la mise en place d'un relais petite enfance et l'élaboration d'un schéma de développement de l'offre. Dans l'esprit de la loi de 2023, toutes les communes participent donc effectivement au service public de la petite enfance. Mais, vous l'avez compris, seules certaines bénéficient d'un soutien financier de l'État. Et c'est bien cette logique qui n'est pas tenable et qui d'ailleurs a été
vivement critiqué dès la promulgation de la loi. D'abord, le seuil des 3 500 habitants, qui ne repose, vous l'avez compris, sur aucune réalité objective en matière de besoins des familles. Ensuite, le fait que les intercommunalités aient été écartées du dispositif, alors même qu'elles sont de plus en plus souvent l'échelon pertinent pour organiser ces services. Et enfin, le montant global de l'enveloppe financière, qui sera bien évidemment certainement à revoir au budget 2027. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui change profondément la donne, puisqu'elle rétablit le principe d'équité. Elle intègre toutes les communes, quelle que soit leur taille. Elle inclut les intercommunalités et les syndicats mixtes lorsque ceux-ci ont bien eu un transfert de la compétence. Elle corrige donc une anomalie majeure du dispositif actuel. Grâce aux travaux de la commission, elle apporte une réponse concrète à l'absence de compensation directe pour les structures intercommunales. Le coût de cette mesure est relativement maîtrisé au regard des services et des effets qu'il induit sur les territoires. Il est estimé à peu près 30 millions d'euros par an. J'espère vivement, chers collègues, que cette réforme pourra entrer en vigueur au plus vite, et notamment en janvier 2027, afin de donner de la visibilité aux collectivités et de sécuriser leurs engagements importants sur l'ensemble des territoires. Vous l'avez compris, ce texte n'est pas une réforme technique, c'est un acte politique. Celui de ne pas abandonner les territoires et les familles en ruralité, celui de soutenir les élus qui agissent au quotidien et de garantir à chaque parent, où qu'il vive, les mêmes chances d'accéder à un mode de garde. Ce qui est en jeu, c'est bien notre cohésion territoriale, notre politique de l'emploi et l'égalité tout simplement entre les Français. Je compte donc sur votre soutien pour corriger cette situation afin que, au plus vite, les élus, les familles, les enfants de nos territoires ruraux puissent bénéficier, comme les autres Français, d'un accompagnement de l'État en matière de services publics petite enfance. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la sénatrice. La parole est à notre collègue Brigitte Devésa, rapporteure de la Commission des affaires sociales, pour 10 minutes ou moins. La parole est à notre collègue la ministre Brigitte Bourguignon du groupe Union centriste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales, mes chers collègues, nous abordons aujourd'hui un sujet que l'on a trop longtemps, et à tort, dissocié du monde du travail, l'accueil du jeune enfant. Installer le service public de la petite enfance était un acte de lucidité. C'était aussi reconnaître que l'accès au mode de garde n'est pas un simple sujet domestique, mais bien la condition première de l'activité économique et de l'émancipation professionnelle. Pourtant, les chiffres actuels nous ramènent vers une certaine réalité. Chaque année, 160 000 femmes ne reprennent pas d'activité parce qu'elles n'ont trouvé aucune solution de garde pour leur enfant. Cette inactivité subie concerne donc un parent sur 5 et nous en connaissons tous les conséquences. La maternité, aussi heureuse soit-elle, marque encore trop souvent le point de départ d'une érosion des revenus et d'un ralentissement de carrière. D'autant plus que nos structures familiales évoluent. Le relais pris autrefois par les grands-parents n'est plus systématique. En effet, cette génération est aujourd'hui plus active, j'en sais quelque chose, travaille plus longtemps ou aspire simplement à vivre sa retraite autrement. Ce changement de paradigme fait du service public un impératif contre l'isolement des parents. Et pourtant, cette promesse de solidarité s'arrête aujourd'hui au seul arbitraire des 3 500 habitants. En dessous, l'État considère l'exercice des compétences petite enfance comme facultatif, privant les petites communes de toute compensation financière. C'est une déconnexion entre la règle et le réel. Plus d'un enfant sur 4 en France naît dans une commune de moins de 3 500 habitants. Ce sont donc autant de naissances qui se retrouvent de fait exclues de la solidarité nationale. Est-il juste qu'un maire rural qui se bat pour accueillir des familles soit moins soutenu que son voisin d'une commune plus peuplée? Évidemment non. L'urgence est d'investir pour nos ruralités avec la même exigence que les autres territoires pour qu'elles restent des terres d'avenir. Cette ambition s'appuie sur un pilier solide, l'intercommunalité. Les élus de nos villages n'ont pas attendu pour s'organiser. 64% d'entre eux ont déjà mutualisé
tout ou partie de leurs compétences au sein d'un EPCI ou d'un syndicat mixte. C'est l'échelle de cohérence, celle qui permet de bâtir des structures pérennes qu'une commune seule ne pourrait assumer. Mais le mécanisme actuel ignore ces structures dès lors qu'elles ne regroupent que des villages. Elles se trouvent contraintes d'assumer des missions réelles sans aucune aide financière. La proposition de loi de notre collègue Anne-Catherine Loisier et du groupe Union centriste vient répondre précisément à ces sujets. En supprimant le critère d'obligation, nous alignons enfin le financement sur l'exercice effectif de la mission. Grâce au travail de notre rapporteure, Brigitte Devesa, que je salue, et à l'adoption de ces amendements, nous consacrons enfin une compensation financière pour les intercommunalités. Nous mettons fin au système complexe des attributions de compensation pour que l'argent aille là où le service est rendu. Le coût, me direz-vous, 30 millions d'euros par an. C'est un effort maîtrisé pour une ambition vitale, que le service public ne s'arrête pas là où commence la ruralité. Notre conviction reste la même, chaque berceau, quel que soit son code postal, mérite le même engagement de la part de l'État. Notre groupe soutiendra donc ce texte avec détermination. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Daniel Chassaing du groupe Les Indépendants, République et Territoires pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, depuis l'adoption de la loi pour le plein emploi en 2023, les communes peuvent bénéficier d'une compensation financière pour l'exercice obligatoire des 4 compétences du service public de l'accueil du jeune enfant. Cette compensation financière, en l'état actuel du droit, ne peut être versée que pour les communes de plus de 3 500 habitants. Or, dans de nombreux territoires ruraux, des communes de moins de 3 500 habitants réunies, notamment en intercommunalité, souhaitent s'organiser pour assurer la mise en œuvre des 4 compétences et ainsi offrir un service public de qualité dans leur territoire pour l'accueil du jeune enfant. La proposition de loi de notre collègue Anne-Catherine Loisier vise à résoudre cette inéquité en permettant aux communes de moins de 3 500 habitants de bénéficier de cette compensation financière. En effet, question, pourquoi limiter la compensation financière aux communes de plus de 3 500 habitants? Initialement, l'intention du législateur était de suivre le principe constitutionnel actant que tout transfert d'une compétence obligatoire doit être suivi de la compensation financière afférente versée par l'État, dont acte. Ce principe n'est aucunement remis en cause par la présente proposition. Toute obligation imposée de l'État doit être compensée financièrement. Toutefois, pour empêcher une commune qui souhaite exercer volontairement les 4 compétences du service public de la petite enfance, même si cet exercice ne lui est pas imposé par le droit en vigueur, de bénéficier d'une compensation financière, l'enjeu de la compensation financière est bien l'exercice des 4 compétences, peu importe le nombre d'habitants dans la commune. Et il me semble normal que les communes de moins de 3 500 habitants puissent, comme celles de plus de 3 500 habitants, bénéficier d'une compensation financière pour l'exercice des 4 compétences. La problématique de l'accueil des jeunes enfants, mes chers collègues, vous le savez, n'est pas réservée aux seules communes de plus de 3 500 habitants. Entre 2021 et 2023, près de 576 000 naissances domiciliées sont recensées dans des communes de moins de 3 500 habitants, soit près de 27% de l'ensemble des naissances domiciliées sur le territoire national. Ainsi, pourquoi exclure ces enfants d'un service public de l'accueil de jeunes enfants? Bien souvent, les familles vivant dans des communautés rurales se sentent isolées et démunies pour la garde de leurs jeunes enfants. Trop souvent, ce sont encore une nouvelle fois les mères qui doivent assurer ce travail domestique. Un tel état de fait nuit d'abord à l'égalité entre les hommes et les femmes, mais ne facilite pas non plus la remontée de notre taux d'emploi. Récemment, la Commission des affaires sociales a effectué un cycle d'auditions sur la démographie. Face au vieillissement de la population, tout doit être mis en œuvre pour augmenter notre taux d'emploi. Et cela passe notamment par l'emploi des femmes. Derrière ce sujet de compensation financière se cachent ainsi, en réalité, des enjeux bien plus structurels. Un sujet d'égalité homme-femme, naturellement,
puisque nous parlons de l'accueil de jeunes enfants, mais aussi celui du taux d'emploi ou de l'équilibre entre les moyens alloués aux territoires urbains et ceux alloués aux territoires ruraux. L'article unique de la proposition de loi vise initialement à supprimer le mot « obligatoire » du 6 de l'article 17 de la loi pour le plein emploi. La suppression de ce mot permet à l'État de verser une compensation financière à toutes les communes, peu importe leur nombre d'habitants, tant qu'elles assument la mise en œuvre des 4 compétences du service public de la petite enfance. Ni l'auteur de la proposition de loi ni la commission n'ont souhaité revenir sur la nécessité d'exercer simultanément les 4 compétences pour bénéficier d'une compensation financière. Il s'agit en effet d'une condition importante pour optimiser la qualité du service public de l'accueil du jeune enfant. Les auditions menées durant l'instruction de la proposition de loi ont mis en avant la nécessité de modifier le texte initial en élargissant cette compensation financière aux intercommunalités et aux syndicats mixtes. Comme vous le savez, de nombreuses communes délèguent l'exercice des compétences d'accueil du jeune enfant à des intercommunalités ou des syndicats mixtes. Près de 64% des communes de moins de 3 500 habitants ont procédé à un tel transfert. Toutefois, en l'état actuel du droit, les intercommunalités et les syndicats mixtes qui assurent la mise en œuvre des 4 compétences du service public de l'accueil du jeune enfant ne bénéficient qu'indirectement de la compensation financière. En effet, les communes doivent user du mécanisme des attributions de compensation pour aider les intercommunalités à financer l'exercice de 4 compétences. Or, ce mécanisme n'est pas entièrement efficace, de l'aveu même des acteurs de terrain et des administrations. Pire encore, comme cela nous a été confirmé, une intercommunalité ou un syndicat mixte composé exclusivement de communes de moins de 3 500 habitants qui exercent les 4 compétences de service public de la petite enfance ne bénéficie d'aucune compensation financière pour la seule raison qu'aucune de ces communes ne dépasse le seuil des 3 500 habitants. Il s'agit là d'une injustice majeure et qui va même à contre-courant de l'incitation formulée aux communes de se regrouper en intercommunalité pour des raisons d'efficience, afin de mettre en œuvre un service public d'accueil du jeune enfant. Pour ces raisons, la commission a pris la décision, en accord avec l'auteur de la proposition de loi, d'élargir la compensation financière aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes pour l'exercice des 4 compétences d'accueil du jeune enfant. L'enjeu derrière un tel élargissement n'est pas que technique, il vise aussi à consacrer le rôle clé joué par les intercommunalités et les syndicats mixtes dans l'accueil du jeune enfant, notamment en territoire rural. En effet, pour de nombreuses communes isolées, le recours à une intercommunalité ou à un syndicat mixte est indispensable. La commission a également procédé à une coordination rédactionnelle avec l'article 188 de la loi des finances pour 2025, qui n'avait pas identifié au dépôt de la proposition de loi. Mes chers collègues, je ne doute pas que nous aurons à échanger de façon étayée sur l'exercice des compétences de l'accueil du jeune enfant dans les communes de moins de 3 500 habitants. J'ai déposé, avec le soutien de la commission, un sous-amendement à un amendement du gouvernement qui permettra, je l'espère, de trouver une voie de passage pour ce texte consensuel qui répond à une problématique déjà très longtemps identifiée par nos maires et nos élus locaux. Ainsi, pour les raisons évoquées précédemment, la commission des affaires vous invite à adopter ce texte pour permettre à nos communes rurales de mettre en œuvre un service public de qualité pour l'accueil du jeune enfant. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la rapporteure. La parole est à Madame Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation.